Il nous arrive parfois de manquer de mots pour décrire ce que nous ressentons ou ce que nous observons. Hein, parfois ce mot est sur le bout de la langue, il est presque là, on sait qu'il existe, mais on n'arrive pas à trouver le bon. Et c'est très très frustrant. Alors ça arrive notamment parce que nous n'arrivons pas à dire ce que nous avons sur le cœur, mais parfois tout simplement aussi parce que le mot n'existe pas pour de nommer quelque chose de totalement nouveau. Par exemple une espèce animale ou végétale encore non observée. Mais il arrive parfois que le problème soit encore plus profond. Ce n'est pas seulement que nous ne trouvons pas le bon mot, mais c'est que le langage semble impuissant à rendre compte de ce que nous éprouvons. Ainsi, il existerait des expériences qui pourraient être qualifiées d'ineffables, c'est-à-dire d'irréductibles à toute expression. Une telle thèse est notamment défendue par un philosophe français de la fin du 19e, début du 20e siècle qui s'appelait Henri Bergson. Selon lui, du moins dans leur usage courant, les mots fonctionnent finalement comme des étiquettes que l'on pose sur les choses. Alors c'est très efficace notamment quand il s'agit de communiquer dans la vie pratique, mais ça se fait au prix d'une simplification du réel si vous voulez. C'est comme finalement si toutes les choses étaient juxtaposées, étaient séparées les unes les autres, ce qui ne correspond absolument pas à notre expérience vécue qui quant à elle est beaucoup plus mélangée. Ce décalage est particulièrement sensible dans le cas de notre vie intérieure. Nos émotions ne se succèdent pas de manière juxtaposée, elles s'entremêlent, se mélangent, c'est un magma mouvant si vous voulez. Et le langage, en imposant à ce magma des catégories fixes, tend à figer ce flux. Et ça c'est tout simplement faux si vous voulez. En fait, le langage est impropre à réussir à rendre compte de ce que Bergson appelle la durée, c'est-à-dire cette dimension proprement qualitative et temporelle de notre expérience vécue. Et c'est là qu'on a besoin d'autre chose pour arriver à saisir cela, enfin saisir le mot est mal choisi. C'est pourquoi l'art, alors notamment la musique, mais aussi un certain usage plus inventif du langage que l'on trouve chez les romanciers et les poètes, chercherait à dépasser ses limites, notamment en suggérant plutôt qu'en désignant. Faut-il en conclure que le langage est condamné à trahir le réel? En fait, pas forcément, on peut très bien voir les choses différemment. Par exemple, en remettant en question cette idée même d'un ineffable. Peut-être que cette difficulté à dire ne vient pas du langage, mais plutôt de notre pensée elle-même. Tant que celle-ci reste encore confuse, à l'état d'élaboration ou de fermentation si vous voulez, alors oui, on a du mal à trouver les mots. Mais une fois qu'elle se précise, qu'elle devient plus claire, alors d'un coup, les mots deviennent disponibles. Autre point ou autre présupposé qu'il y avait, on avait l'impression qu'un mot avait un sens en lui-même et qu'il attendait finalement d'être collé à quelque chose de réel. Mais c'est absolument pas certain que le langage fonctionne de cette manière-là. Comme le souligne le philosophe Ludwig Wittgenstein, le sens d'un mot dépend du contexte dans lequel il est employé et plus largement des pratiques sociales dans lesquelles il s'inscrit. Parler ne consiste pas à associer des mots à des choses, mais à utiliser ces mots dans des contextes déterminés. Et parfois ça marche, parfois on se plante. Dès lors, la question n'est plus de savoir si nous parvenons à trouver le mot juste, mais si ce que nous voulons dire peut prendre place dans un certain usage du langage. Par exemple, si on prétend décrire quelque chose sans que l'on puisse déterminer les conditions d'emploi de cette phrase, alors une bonne part de sa signification sera perdue. Encore faut-il savoir comment est-ce qu'on peut déterminer si ce qu'on dit est vrai ou non. Par exemple, si je dis va-t'en, là je ne décris pas un fait, je fais quelque chose avec le langage. Là j'ordonne et avec le langage on peut aussi exprimer, suggérer, etc. Donc notez bien que le langage ne sert pas seulement à décrire le réel. Et dans ce cas, ça permet de comprendre que ce que nous avons appelé jusqu'ici ineffable ne correspond pas à un au-delà du langage ou à un dépassement de ce langage qui serait insuffisant, mais plutôt à une transformation de ces usages. Loin de se réfugier alors dans le silence, il faudrait plutôt inventer de nouvelles manières d'utiliser ce langage, par exemple en confrontant les mots entre eux, en les détournant, en les déplaçant, de manière à faire surgir de nouvelles significations. Beaucoup de références encore une fois. Évidemment, on revient toujours à Platon. Alors cette fois-ci, pas avec la République. Moi, je vous conseillerais de lire, notamment les élèves qui ont fait HLP l'année dernière en première, hein, c'est le Gorgias. C'est très intéressant sur les fonctions du langage et notamment la différence entre un certain usage du langage qui serait la rhétorique utilisée par les sophistes et le dialogue philosophique qui chercherait
comment dire, à déterminer la vérité, ou en tout cas à la trouver, la découvrir, la construire, que sais-je. Bon, ça, je vous laisserai découvrir là-dessus. Et ce qui est bien avec le Gorgia, c'est que ça se lit assez bien, en particulier parce que il y a plusieurs interlocuteurs différents, et en particulier le dernier, Caliclès, qui défend des thèses assez étranges, vous verrez, assez terrifiantes, qui vous permettront de traiter des sujets sur la morale, la liberté, le bonheur, bref. Je vous laisse découvrir, ça se lit vraiment très très bien, c'est très cool. C'est un peu plus long que le livre 10 de la République, mais ça se lit quand même assez facilement. Bon, après sur le langage, un grand bond dans le temps. Vu que j'ai parlé de Bergson, qu'est-ce que vous pouvez lire là-dessus? Alors, il y a beaucoup de références, bien sûr. Moi, je vous dirais Le Rire, très utile pour les HLP et pour tout le monde, et plus particulièrement le dernier livre, où vous avez notamment cette phrase qui dit qu'en gros les mots seraient comme des étiquettes posées sur les choses. Essayez d'habiter ce texte et de le laisser vous habiter, ça peut être très très intéressant et très utile là-dessus. Également, je dirais peut-être, j'avais déjà cité Vérité et mensonge au sens extramoral de Nietzsche pour parler de la notion de vérité. Ben, ça peut être très utile aussi pour parler de la notion de langage et du lien entre langage et vérité. Donc vous gagneriez vraiment à lire ce texte assez attentivement. Il est très court, relativement accessible franchement, et très intéressant. Après, bon, j'ai beaucoup parlé de Wittgenstein. Bon, Wittgenstein, il y a le Tractatus Logico-Philosophicus. Déjà, rien que le nom, vous sentez que c'est pas évident. Il y a aussi les recherches philosophiques. Bon, le cahier bleu étant peut-être le plus accessible en la matière, mais tout ça, ça reste assez compliqué. Bon, essayez déjà de comprendre les extraits qu'on vous a mis sur la vidéo, ce sera déjà pas mal, parce que le Wittgenstein a le défaut et la qualité, si vous voulez, d'être très déroutant dans son propos. C'est vraiment des espèces de pics qui ont pour but de nous faire céder face à ce qui nous paraît évident, face à nos certitudes. Donc c'est pas forcément ce qui pourrait être le plus utile avant le bac. Moi je dirais, s'il y a un truc à lire sur cette idée qu'un certain usage du langage approprié permettrait de découvrir des choses vraies, c'est notamment Carnap, un philosophe assez peu connu mais très important, dans un article qui s'intitule Le dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage. Avec le titre déjà vous avez compris, il s'agit de dépasser une certaine manière de faire la philosophie qui était la métaphysique par un certain usage du langage inspiré de la logique inventée en gros notamment au XXe siècle par des gens comme Russell. Et donc ça nous amène à nous débarrasser d'une autre philosophie qui elle était considérée comme anti-scientifique et beaucoup moins utile. Je dis pas que Carnap a raison, mais c'est intéressant d'avoir ceci. L'article doit se trouver sur internet, sinon il est chez Vrin. Malheureusement c'est dans un livre un peu cher qui s'appelle je crois le Manifeste du Cercle de Vienne, mais le bouquin est un peu cher, donc bon, essayez de le trouver, ça peut être intéressant. Il y a des passages un peu techniques, ils sont difficiles à comprendre, vous les sautez et vous comprenez, vous lisez en gros ce que vous comprenez, vous verrez que déjà il y a beaucoup de choses intéressantes et ça vous montrera aussi que la philosophie est capable d'évoluer et de se remettre en question. Notamment tous les scientifiques qui en ont marre d'une approche trop littéraire de la philo, et Carnap est votre ami. Enfin, dernière référence, je dirais, pour bien comprendre l'idée que le langage ne sert pas seulement à décrire le monde mais à faire des choses, la grande référence c'est Austin. Austin dans un livre qui s'intitule Quand dire c'est faire, c'était des cours qu'il avait donnés je crois à, je sais plus si c'est Cambridge ou Oxford, je crois que c'est, je voudrais pas dire de bêtises. Et Austin, je crois qu'il y a une nouvelle traduction, ça se lit très bien, c'est très facile à lire et c'est à lui qu'on doit notamment les fameux énoncés performatifs. Par exemple, quand un prêtre dit « je vous déclare mari et femme », il ne se contente pas seulement de décrire une situation, il la fait advenir par sa position de prêtre, patati patata, dans un certain contexte. Vous pouvez le lire parce que c'est extrêmement intéressant et vous avez beaucoup de choses à en tirer.